bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Michel Branchi, qu'on le connaissait sur Zouk Télévision. C'est le rédacteur en chef du journal Justice. Et puisque nous parlons de justice, justement, nous l'avons invité aujourd'hui pour qu'il puisse nous donner quelques éléments, que nous puissions comprendre un petit peu ce qui s'est passé avec M. André Aliker, puisque je crois que nous sommes à 88 ans de sa mort. Bonjour Michel, et merci d'avoir accepté notre invitation et puis nous donner quelques explications sur tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'affaire Aliker a été un marqueur de l'histoire de la Martinique. Effectivement, au début du siècle dernier, du XXe siècle, le journaliste André Aliker a été assassiné. Alors c'est intéressant de s'intéresser à cette histoire parce que, de notre point de vue, elle illustre bien les rapports entre la presse et les pouvoirs. Oui. Et les pouvoirs. Bon, à l'époque, aujourd'hui, d'ailleurs, la question de la liberté de la presse est de nouveau posée, notamment dans les grands pays développés, avec les phénomènes de concentration entre les mains de grands financiers, de grands propriétaires, de grands moyens de presse, les télévisions, les grands journaux, etc. Et c'est un problème qui touche à la démocratie. Donc, ce n'est pas simplement passéiste de s'intéresser à cette affaire, bien sûr. Et puis elle est, à mon avis, à notre avis, je dis bien, parce que je suis le rédacteur en chef, mais c'est un comité de rédaction, et même les diffuseurs. À notre avis, à Justice, elle est quand même constitutive d'une étape de la prise de conscience de la citoyenneté martiniquaise. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on lui a reproché, ou alors pourquoi il a perdu la vie? Qu'est-ce qui lui en voulait? Alors, il semble, je pense que... Alors, pour résumer les faits, André Aliker, on va ensuite parler de sa personnalité, mais André Aliker est donc rédacteur en chef du journal de Justice. Il est en même temps petit commerçant. Il fait ce qu'on appelle du demi-gros. D'accord. C'est une forme de commerce qui a disparu à la Martinique, mais elle a existé même jusque dans les années 1970-1980. Des demi-grossistes. Oui. C'est important parce que dans cette affaire, ça a joué un rôle. Et André Aliker, donc né en 1894 à Rochecarré, Lamentin. André Aliker, avant de répondre à ta question, quelques mots quand même sur son parcours. André Aliker a été engagé volontaire dans la Grande Guerre. D'accord. 1914-1918. Récemment, on a été malheureusement amené à en parler avec la profanation et la destruction de certains monuments aux morts. Eh bien, lui, il fait partie de cette génération, il faut comprendre ça dans le contexte de l'époque, qui pensait que pour être véritablement des citoyens à part entière, il fallait payer ce qu'on appelle l'impôt du sang. Ouais. C'est-à-dire aller défendre la France. Et c'est dans les tranchées qu'il a rencontré des communistes. Et il est devenu communiste. Et quand il est rentré en Martinique, il a adhéré à un groupe qui se réclamait du communisme, le groupe Jean Jaurès. Le groupe Jean Jaurès, autour de Jules Monroe, qui a créé le 8 mai 1920 le journal Justice. D'accord. Et il en est devenu le gérant, mais en même temps le rédacteur en chef. Et voilà que, en 1933, fondé le pouvoir de l'homme le plus puissant, le plus riche de la Martinique, Eugène Aubéry, l'usinier Eugène, qui possédait l'usine du Larentie, vient lui apporter des documents prouvant une fraude fiscale énorme, qui porte sur 8 millions de francs de l'époque. Alors, les francs de l'époque,
C'était même plus grande valeur que ce qu'on appelait le nouveau franc en 1958. D'accord. Bon. Et il lui apporte donc des documents, et ces documents révèlent une fraude à l'impôt. De qui? Qui est-ce qu'il fraudait? Qui est-ce qu'il fraudait? De Eugène Aubéry. D'accord. Mais qui lui a donné ces documents? Eh bien, c'est un fondé de pouvoir dont je vais donner le nom tout à l'heure, mais qui était un homme qui avait travaillé pour Aubéry. Donc, qui avait participé. C'est ça. Bon, donc, c'était des documents authentiques. D'accord. Bon. Et ce monsieur lui dit qu'il a apporté ces documents à d'autres journaux, notamment le journal La Paix, qui était le journal le journal de l'évêché, le journal catholique de Monseigneur, et que personne n'avait réagi. Et voilà que Aliker décide de publier, avec des commentaires bien sûr, cette affaire. Pourquoi? Parce que, pour résumer les choses, la colonie à l'époque, la colonie, on disait la colonie était dirigée par un conseil général. Oui. Et le conseil général, elle avait une architecture institutionnelle. Les colonies, les vieilles colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, avaient une architecture institutionnelle très différente des départements français. Alors on rappelle que ce que tu appelles les colonies, c'est comme si c'est aujourd'hui le département, grosso modo. Exactement. Mais à l'époque, ce sont les pas colonies. Un département. Voilà. Mais c'était dirigé par un conseil général quand même. D'accord. Et ce conseil général, il avait une particularité, qu'il avait pratiquement l'autonomie financière. C'est-à-dire qu'il pouvait créer des impôts, percevoir des impôts. Et à sa tête, il y avait qui? Et à sa tête, il y avait le gendre de Eugène Aubéry. Aubéry avait épousé une fille Ayotte, qui était la fille de Gabriel Ayotte, lequel n'était autre le président du Conseil général. Bien. Bien. Et voilà que, donc, un inspecteur des impôts, un peu fouillaillard, découvre une fraude. Aubéry est traîné en justice et il est acquitté. Et le Conseil général, à l'époque, malgré la présence de Gabriel Ayotte, décide de se pourvoir en cassation. D'accord. Et le gouverneur de l'époque, parce qu'il faut quand même savoir, malgré cette particularité d'avoir l'autonomie financière, certaines décisions du Conseil général de l'époque pour être exécutées devaient avoir l'accord du gouverneur. Comme si maintenant le préfet. Comme si c'était le préfet. Voilà, s'il représentait l'État, le gouverneur. Nous avons connu d'ailleurs un système de ce genre. Bon, par exemple, je peux dire que concernant l'octroi de mer, j'ai vécu même moi-même, le Conseil général prenant une décision de fixer l'octroi de mer à 25% sur les farines, par exemple, eh bien, le préfet peut très bien ne pas approuver et ne pas transmettre la décision au ministère de l'économie et des finances en France. D'accord. Donc c'était une relative autonomie. C'est ça. Bon, il y avait une tutelle quand même. Et le gouverneur de l'époque décide de ne pas exécuter cette décision de pourvoi en cassation. Et c'est alors que donc l'affaire est révélée. Et justice, alors justice, je vais quand même vous lire la une de justice à cette époque. De cette époque. Alors, je retrouve la page. Alors là, le scandale éclate. Bon. Et qu'est-ce que fait André Aliker? Là, je feuillette d'ailleurs un petit livre que je conseille aux Martiniquais qui veulent en savoir plus sur cette affaire. C'est un petit livre d'Armand Nicolas. Le combat d'André Aliker. Bien. D'accord. Alors, ce petit livre est très intéressant parce qu'il retrace un peu les différentes étapes de cette affaire. Et donc, le scandale éclate. Et voilà que justice à la une, le mardi, retenez bien cette date,
le mardi 11 juillet 1933. Bon, ok. Justice fait une édition spéciale avec le gros titre Alerte, le Panama de Larentie, l'échiquier de la fraude fiscale, magistrat pris la main dans le sac. Alors, ça veut dire, en gros, le Panama du Larentie. Alors, le Panama, il ne faut pas oublier que Eugène Aubéry avait été entrepreneur au Panama avant de venir en Martinique. Hein. Bon. D'accord. Bon. Le Panama de Larentie. Le fameux canal du Panama. Exactement. Les chécards de la fraude fiscale, donc et magistrats pris dans le sac parce qu'il y avait des magistrats qui étaient complices de cette affaire. Bien. Alors, et comme un feuilleton, Justice publie les différents éléments du dossier qu'on lui a remis. Et alors, c'est là que commence un certain nombre D'abord, il reçoit la visite de nommer Lavigne de Sainte-Suzanne, un béquet qui travaillait pour Aubéry. Et on vient lui dire, voilà, attention, ne continuez pas à publier cela, faites attention à votre commerce. Bon. Et puis, deuxièmement, la banque de la Martinique, à l'époque, on lui coupe les vives. On coupe le crédit. Bon. Puis, ensuite, l'imprimerie, la coopérative qui de l'imprimerie tombe en faillite, elle n'est pas relevée, elle refuse d'imprimer le journal. Puis, on finit par l'attaquer la nuit, il est roué de coups. Bon. Et puis le 1er janvier 1934, il est l'objet d'une tentative d'assassinat. Bon. Et malgré tout ça, il persévère. Bon, et malgré tout ça, il persévère. Par exemple, à la sortie avec ses enfants du cirque, il y avait un cirque qui était venu à la Martinique, vous avez peut-être connu ça. Oui. C'était le cirque d'un bar. Il est attaqué au roué de coups. Finalement, le 11 janvier 1934, on retrouve son corps, les mains liées derrière le dos. Alors, il y a une photo que je voudrais vous montrer parce que... Alors, cette photo, je la prends d'un livre, petit livre sur l'affaire, qui est écrit par Georges Mouvois, qui s'appelle Château Aubéry. Oui. Hein? Château Aubéry. Alors, c'est un livre un peu différent, d'une tonalité différente de celui d'Armand Nicolas. Armand Nicolas, c'est un historien avec des dates, des faits précis, des extraits de documents, bon, documentés. Le livre de Georges Mauvois, il s'appuie, bien sûr. Alors, Mauvois, avant sa mort, que je l'avais rencontré, et je lui avais dit, mais tu as fait un travail d'historien, parce que quand j'ai lu ton livre, j'ai appris des détails que je n'avais lu nulle part ailleurs. Alors, Georges Mauvois, il me dit, mais je ne suis pas un historien. Mais en réalité, Georges Mauvois a rencontré beaucoup d'acteurs de cette affaire. Ce qui fait que le livre de Mauvois est un enrichissement, même du point de vue simplement de l'histoire, des faits, oui, par rapport au livre d'Armand Nicolas. C'est ça. Mais il ajoute une autre tonalité, parce que Mauvois est un grand littérateur. Il étudie les personnages, leur psychologie. Et donc, c'est pour ça qu'il a rencontré beaucoup de gens, mais comment il était, comment il s'habillait, comment il parlait, etc. Et on va trouver dans le livre de Mauvois beaucoup de détails sur, bien sûr, André Aliquer et sa famille, bon, mais aussi sur Eugène Aubéry, la manière dont il vivait. D'accord. Et on va comprendre que Eugène Aubéry était obsédé, ce qui se dégage de ce livre, par la puissance, par l'argent, par le paraître. Et c'est pour ça qu'il avait construit ce fameux château Aubéry,
Sur la route du Lamentin, entre Voilà. le Lamentin et le François. La route du Lamentin et Ouais. le François, bon, qui est malheureusement délabré, Ouais. mais qui Par était- la suite, je crois même que c'est là on formait des instituteurs. Là, ce absolument. fameux, Ça, voilà. ça a été le siège de l'école normale. L'école normale, voilà. On appelait ça l'école normale Ouais. des instituteurs. Voilà. Donc, pour ne pas perdre le fil de ce que je vous disais, je te disais que c'est que André Aliquer donc publie ces différents documents et le 11 janvier 1934, on le retrouve donc les mains liées Ligoté. derrière le dos. Et alors, bon, On le retrouve du côté de Casse-Pilote, je à crois. Casse-Pilote. À Casse-Pilote. À Casse-Pilote. Hein, sur la plage de Casse-Pilote. Alors voilà, il y a des photos de l'époque. Hein. On voit les gendarmes. On essaie, on l'a mis sur une tôle et on le ramasse les mains liées derrière le dos. Alors, bon, il y a un cinéaste qui a retracé l'affaire, c'est Guy Deslauriers. Et Guy Deslauriers a fait un film sur l'affaire Aliquer. Et dans les faits, c'est que, en gros, André Aliquer a pris un taxi qui était conduit par un certain Darcy Moffat, un Saint-Lucien, et on l'a vu vers le Véché, par là, on l'a vu dans ce taxi, à l'arrière, mais bizarre, comme s'il avait été drogué. Ok. Et alors, on l'a mis dans un canot, on l'a amené dans la baie de Fort-de-France. Alors, le même scénario avait été fait le 1er janvier. Mais il s'en était sorti parce que Aliquer était un sportif, un grand sportif. Il s'en était sorti, il avait nagé, il retourné sur la rivage. Mais cette fois-ci, on lui a attaché On les l'a mains. attaché, oui. Bon. Il a essayé, de remonter quand même. Bon. Et dans le film de Guy Deslauriers, dont le scénario a été écrit par Patrick Chamoiseau, l'écrivain, il y a une scène extraordinaire. J'avais été invité en tant que rédacteur en chef de justice à la première de ce film, à Madiana. Et Aliquer remonte, et les deux individus, parce qu'il y avait un autre, les deux individus, à coup de rame, lui tapent sur la tête. Ok. Et je me suis pas, ce jour-là, je ne me suis pas empêché de pleurer. Parce que ce sont des détails qui n'existaient pas dans le... C'est ça. Mais à aujourd'hui, Michel, est-ce que cette affaire a été élucidée officiellement? Est-ce qu'on sait qui a commandité le meurtre, même si on s'en doute? Oui. Mais est-ce que ces gens-là ont été inquiétés? Est-ce qu'ils ont été poursuivis? Est-ce qu'ils ont fait de la prison? Alors, il y a eu un procès. Bon, d'ailleurs, il y a eu une enquête. Bon, je passe les détails, mais il y avait un juge qui était trop fouillallant, un juge Duchemin, qui était déchargé de l'enquête. On a donné l'enquête à un autre juge. Bon. Quand tu dis fouillallant, il était trop complaisant Comme pour la il disait, famille Aliquer. il cherchait... La vérité. Il avait convoqué le D'accord. procureur, il avait même convoqué le gouverneur. D'accord. Bon, donc il avait vraiment du courage. Ok. Il a dit, bon, monsieur a embêté moun, bon, et vous voyez monsieur aller. Bon, c'est comme ça que ça se passait d'ailleurs. Bon, Ça se passait ou ça se passe toujours? je crois que ça se passe toujours comme ça. D'accord. C'est pour ça que ta remarque est extrêmement importante, parce que quand vous lirez l'ouvrage, vous verrez que, bon, par exemple, le sénateur Lemery, sénateur de droite, a été ministre de la Justice pendant toute cette période. Ok. Donc, il y a des instructions qui ont été données pour étouffer l'affaire. Bon. Donc, c'est un élément. Donc, le jugement a eu lieu. L'affaire a été... Ça a été dépaysé? Comme on dit, dépaysé. Bon. Ce sont des pratiques qu'on connaît aussi aujourd'hui. Quand une affaire est trop chaude, Oui. elle a été dépaysée à Bordeaux. Oui. Et les deux complices, Moffat et un autre, dont le nom m'échappe,
ont été acquittés. Mais le jugement dit, c'est très important, le jugement dit que tous les éléments montrent que Aliker a été assassiné et qu'il faut reprendre l'instruction du dossier. Et c'est là qu'il y a eu toute une série de manœuvres. L'instruction n'a jamais été reprise. D'accord. Voilà donc. Bon. C'est comme aujourd'hui, quand il y a des choses comme ça, à l'Assemblée nationale, on fait une soi-disant commission, et puis bon, 6 mois plus tard, on n'entend plus parler de rien. Voilà. Donc, alors, l'affaire quand même a eu beaucoup de répercussions. Bon, d'abord, la presse en France s'en est emparée, notamment l'Aurore, l'Humanité, y compris des journaux américains, des journaux également au Sénégal. Les étudiants, l'association des étudiants martiniquais en France a pris position pour demander le châtiment des coupables. Donc l'affaire a eu un retentissement extérieur à la Martinique, international. Michel, mais pourquoi les gens comprennent bien, il faut quand même leur dire qu'à cette époque, il n'y avait pas forcément de téléphone pour prendre son téléphone, appeler Paris, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'email, pas de WhatsApp, pas de tout ça. Tout à fait. Donc ça prenait un certain temps pour traverser l'océan, arriver là-bas. Tout à fait. Et voilà. Et bon, il y a des courriers qui ont été adressés, etc. Mais malgré cela, l'affaire a eu un retentissement. Parce que elle était le symbole du colonialisme. Bon. En particulier, il y a des journaux sénégalais qui ont fait le lien avec la situation qui avait lieu au Sénégal. C'est ça. OK. Parce que le Sénégal aussi était... une des colonies. Une colonie, mais qui avait, par rapport aux autres pays d'Afrique, avec Saint-Louis du Sénégal, un statut particulier. Bon. Donc, là, il y a un fait quand même que je veux signaler, quand même, c'est qu'un des frères d'André Aliker, alors, on connaît bien Pierre Aliker, l'ancien premier adjoint au maire de Fort-de-France, qui était toujours habillé de blanc parce qu'il disait qu'il portait le deuil tant que les assassins n'auraient pas été punis, il portait le deuil de son frère. Bon. Et il a vécu toute sa vie en blanc. Toute sa vie en blanc. Bon. Mais il y avait un autre frère qui s'appelait Marcel. Alors, sa photo, je vais vous la montrer quand même, parce que c'est un personnage... alors, il ressemble beaucoup à André Aliker. Ouais. Bon. Marcel Aliker, surnommé Soulout. À l'occasion du décès du maire du Lamentin, il est allé, et il y avait Eugène Aubéry qui était là, il a mis un revolver dans sa poche, et il a essayé d'assassiner Eugène Aubéry. Malheureusement pour lui, l'arme est restée prise dans sa poche, et s'est enrayé, et il s'est tiré une balle dans la jambe. D'accord. Bon. Il a été arrêté pour tentative d'assassinat. Et alors, je vais vous montrer quand même une photo. Je ne sais pas, on va la voir. On voit Marcel Aliker, il a été acquitté. Il y a une telle émotion en Martinique qu'il a été acquitté. Et on le voit, il est porté en triomphe par la foule. Bien. On voit là. Ouais. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, si, on voit pas très bien, mais bon, d'accord. Voilà. Donc, on le voit là, en sortant de la prison, de la rue Victor Sévère. Oui, le 118. Le 118 bis. Le 118 bis, on le voit qui sort accompagné. Porté par... Alors, il est accompagné, bien sûr, par... Mais l'histoire se répète parce que des années plus tard, c'est comme ça que le peuple lamantinois est venu chercher Pierre Samo. Exactement. Bon, mais j'ai pas pour les mêmes raisons quand même. Je préfère ne pas m'étendre. Je dirais les raisons étaient contraires. J'ai fait digression, pardon, monsieur. Bon, mais ceci dit, c'est vrai que... Alors, la question, c'est que il y a beaucoup de similitudes avec la situation martiniquaise. Bon, alors on a aujourd'hui une collectivité territoriale de Martinique. Je prends l'exemple.
on a une collectivité territoriale de Martinique, mais elle n'a pas l'autonomie financière qu'avait sous la colonie, assez paradoxalement, l'institution, la collectivité qui représentait la colonie, le territoire, avait des prérogatives financières plus grandes. Bon. Disons le conseil général de l'époque, quoi. Voilà. Bon. Alors, par contre, l'économie de la Martinique est restée aussi dépendante. Bon. Parce qu'en 1933, il faut rappeler quand même le contexte. Le contexte de l'affaire Aliker, c'est la Martinique subissait les effets de la crise financière, la crise du grand crash de 1930-1931. Donc le prix de la tonne de sucre était descendu de 6 000 francs à 600 francs. D'accord. Bon. Les salaires avaient baissé, le chômage avait augmenté. Bon. Le salaire moyen d'un ouvrier du bâtiment, c'était 5 francs. 5 francs par jour, c'était le prix d'un kilo de poisson. D'accord. À l'époque. Donc, je peux... Bon, et la Martinique était un champ de canne. Il y avait 40 000 ouvriers agricoles. Bon. Par conséquent, il y avait un contexte de tension économique et sociale considérable. C'est pourquoi l'affaire Aliker, et c'était en plus, dans cette affaire Aliker, justice avait montré la complicité de certains magistrats, de certains élus politiques, etc., et des gouverneurs. Donc, et comment tu dis ça d'habitude, les gros possédants? Les gros possédants. Donc, il y avait aussi la corruption. Oui. Donc, c'est ça qui avait révolté. Et c'est ça qui fait que, après, l'affaire Aliker a déclenché une chose, c'est que les syndicats c'est à ce moment-là, en 1936-1937, que se sont fondés les syndicats d'ouvriers. Donc ça a donné naissance à la CGT. Hein. Bon, la région communiste, les communistes se sont constitués en parti. Et en 1937, on a eu l'élection du premier communiste au Conseil général, qui n'était autre que Léopold Bissol. Bien. Alors, Michel, là, ce sera l'occasion pour nous peut-être de revenir dans une autre émission, puisque là, le temps qui nous est imparti est terminé. C'est vraiment très instructif. Voilà. Et ce serait bien, effectivement, qu'on parle des syndicats, le syndicalisme commence à prospérer en Martinique. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette page d'actualité, j'ai envie de dire, sur André Aliker, assassiné et retrouvé donc sur la plage de Casse-Pilote. Merci, Michel. Je te remercie, Zouk TV, d'avoir permis de donner un éclairage sur cette histoire qui comporte des résonances très actuelles. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV. OK.